Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va regarder tout ce qui est Guild Wars pour, euh, pour justement savoir comment les optimiser, savoir comment s'en sortir, éviter les erreurs et arriver à glaner le maximum de récompenses possible, à savoir des pièces de guild, des invitations et surtout idéalement les meilleurs frames du jeu. Donc le principe des guerres de guild est assez basique. On met 5 guildes entre elles qui ont un ranking à peu près équivalent. À partir de ce moment-là, le nombre d'équipes en jeu dépend du tiers dans lequel on se retrouve. Donc on démarre tous côté ambre et ensuite on va pouvoir monter cristal, émeraude, saphir et améthyste. Donc ce qui est important de savoir, c'est que le nombre d'équipes qui vont être utilisées dépend du tiers dans lequel on est. Ça pour savoir, en gros, il y a 5 tiers, on peut utiliser jusqu'à 5 équipes. Sur l'ambre, on va utiliser la première, sur le cristal, les 2 premières, émeraude, 3 premières, et ainsi de suite. L'objectif donc, pour arriver à grimper et prendre les tiers suivants, c'est d'être très solide en défense sur les 2-3 premiers tiers. Donc pour être solide en défense, par exemple ici, voilà, ça c'est assez bien fait, c'est-à-dire qu'il a mis une grosse équipe pour défendre au début, donc tous les ennemis là vont avoir du mal à taper sa première équipe. Ensuite, une équipe un peu plus faible ou équivalente, et ainsi de suite, et on descend en puissance. Ça, c'est la stratégie qui permet de défendre de manière plus optimisée. Après, en fonction du nombre de E5 qu'on a, on peut s'amuser à euh, répartir par exemple 2 E5 par team, 3 E5 par team. Ça marche aussi. Euh, voilà. Après, c'est à vous de tester en fonction des guildes que vous croisez, de votre expérience du jeu, ce que ce que vous préférez faire pour défendre et par rapport à votre ressenti. Ensuite, il y a un aspect très important avant d'attaquer qui est les buffs. Donc, idéalement, on va poser un buff par fort. Euh, donc, il n'y en a pas beaucoup, hein. On va avoir attaque, HP, immunité au contrôle, crit damage et réduction. Généralement, ce qui est fait, c'est que sur les 3-4 premiers jours, c'est l'attaque qui est buffée. Parce que 8% d'attaque, c'est beaucoup plus intéressant que 18% d'HP. Et après, quand les buffs commencent à coûter un petit peu trop cher, on bascule sur de l'HP. Après vient la partie comment on a envie de s'organiser pour attaquer. Donc, il y a 6 jours de combat pour essayer de grimper jusqu'à Améthyste. Il y a une particularité, c'est que on peut choisir de passer des jours ou d'avoir un résultat neutre. Là, par exemple, on regarde dans nos premiers jours. Ici, voilà, donc les 3 premières guildes vont être promues dans le tiers suivant. Ensuite, euh, les 2 guildes 4 en bas vont rester dans ce tiers-là. Elles ne peuvent pas descendre, c'est le tiers le plus bas. Là, la stratégie consiste, donc pour cette guilde-là, à ne pas attaquer les 2 premiers jours et ensuite essayer de grimper. Ça, c'est possible. L'autre stratégie qui existe, c'est d'attaquer le premier jour, donc de passer en cristal, de ne pas attaquer le deuxième jour, retomber en ambre, et ensuite attaquer les 4 jours qui suivent pour faire cristal, émeraude, saphir. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin du 4e jour, si la guilde aurait dû être promue, c'est-à-dire si elle finit top 2 de sa poule, en fait, on récupère les récompenses d'améthyste. Et ça évite de croiser tous les plus gros, parce que dès le départ, les plus gros, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre améthyste et ils vont s'y tenir. Voilà. Donc ça, il y a plusieurs stratégies. Après, il faut voir aussi l'assiduité de vos membres et à quel moment ils peuvent être prévenus et ainsi de suite. Ça peut être un peu compliqué à mettre en œuvre. Et enfin vient la partie attaque. Donc pour l'attaque, ça va vraiment dépendre de ce que vous avez comme type d'équipe en fait et comme héros disponible. Voilà. Donc, donc dans tous les cas,
il faut mettre ces 60 euros, ça c'est obligatoire. Après, ce qui va se passer, c'est que en fonction des héros qui sont disponibles, ben, on va faire des associations. Envoyer un E5 tout seul, si on regarde par exemple ici, là on pourrait envoyer un E5 tout seul, il prendrait peut-être deux équipes, la troisième je sais pas, après ça peut être compliqué parce qu'il va commencer à y avoir des transcendés en face. Donc, voilà. Donc là, envoyer un E5 tout seul, c'est pas, c'est pas judicieux en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre peut-être plusieurs héros ou on peut carrément dire ce fort-là, je skip parce que j'ai pas assez de héros, donc je vais faire un truc comme ça. Voilà, je mets une équipe qui ne servira à rien, qui prendra pas de points, mais c'est pas grave parce que sur ce fort-là, je peux arriver à déduire qu'il est trop fort pour que je puisse attaquer. Et là, par exemple, celui-ci, hop, toujours pas de transcender ici, le premier, voilà. Donc là, ce fort-là a l'air plus accessible, par exemple, pour une SFX, parce que bah, d'une part, il n'y a pas d'SFX, ensuite, les amènera ou les Tix vont peut-être arriver à mourir avant. Voilà. Donc là, on peut se dire, voilà, ce fort-là peut être pris par cette équipe-là, même si elle n'a que 5 millions de power. Non. Après, il faut arriver à trouver les bonnes paires de héros. Donc on ne va pas mettre, par exemple, deux supports ensemble, ça n'a aucun sens. Par exemple, faire Fiona Amenra en tant que paire, ça ne fera aucun dégât, ça ne fera rien. Ce qu'il est judicieux de préférer à chaque fois, c'est un bon DPS avec un bon support ou deux DPS ensemble. Après, c'est toujours la même histoire, ça dépend vraiment des héros qui sont à votre disposition. Là, par exemple, si je fais un tour d'horizon, je dois avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 19, 19, 23 E5. Donc en moyenne, je vais en mettre au moins 2 par fort. Et s'il y a des forts que j'estime pas judicieux d'attaquer, ben les E5, au lieu de les mettre sur ce fort-là, ils prennent le risque de gagner peu de points, parce que la défense est solide en première équipe, ben on va les mettre ailleurs. Par exemple ici, sur un fort à 3 millions 8, on pourrait dire, tiens, peut-être que juste SFX est judicieux sur ce fort-là, parce que elle va arriver à le nettoyer toute seule. Et encore, sur la dernière équipe, SFX toute seule se fera attraper. Non, après, il faut arriver à connaître les paires de héros que vous pouvez faire. C'est intéressant de les tester. Alors, c'est pas parce qu'une paire n'a pas marché sur une attaque, surtout la première, qu'elle est nulle. Il faut les tester plusieurs fois. Voilà, ça reste assez euh, empirique comme manière de faire. Et donc après, une fois qu'on a cette vue d'ensemble là, ben on peut décider d'attaquer en une fois et de glaner le résultat. Voilà. Donc comme là par exemple, le premier fort, j'avais rien mis. Rien mis de percutant, il y avait des héros quelque chose, donc c'est absolument pas passé. Et voilà, et donc ça nous permet d'avoir un résultat plus rapide, enfin, une vue d'ensemble beaucoup plus rapide de tout ce qu'on peut, de tout ce qu'on a fait comme résultat, et ainsi de suite. Et après, on n'a plus qu'à apprécier le ranking. Donc voilà, là, sur cette guilde là, je vais peut-être me faire taper sur les doigts parce qu'il fallait pas attaquer. Mais bon, c'est la vidéo et il y a peu de chances qu'on monte encore. Voilà, la stratégie est connue. Donc voilà, sur ça, pas de problème. Après, il y a une autre partie qui est intéressante à aborder aussi, ça va être le Ace Championship. Alors, là, la stratégie est tout à fait différente. Là, ce qui se passe, je sais pas si on peut... Ouais, on peut voir les différents combats. Là, ce qu'il y a, c'est que tant qu'une équipe gagne, elle va rester. Et ça, c'est hyper important. Ça veut dire que, en fait, il faut aligner la meilleure équipe possible. Là, on ne fait aucune répartition, on fait vraiment la meilleure équipe. Et après, on vient meubler. Si on peut faire plusieurs bonnes équipes, on en fait plusieurs.
Mais sinon, on reste vraiment focus. En fait, il faut mettre son line-up CCL ou 6v6 le plus fort possible. Et après, on met des équipes bon, bah, qui sont là pour faire figuration, par exemple. Voilà. Par exemple, ma première équipe, ça c'était mon line-up avant VESA. Voilà. J'ai pris 3 points, ensuite j'ai perdu, ça arrive. Et après, si on voit mes autres équipes, c'était des trucs qui étaient vraiment pas ouf. Donc voilà, c'est normal. Après, normalement, j'ai pas d'autres victoires sur cette guilde-là, sauf si c'était un combat par exemple où il reste 3 héros et après on vient nettoyer. Et donc ça aussi c'est hyper important, savoir comment son line-up va réagir sur des équipes dans lesquelles il resterait que 3 héros, mais 3 héros très solides. Ça aussi il faut pas hésiter à le tester parce que typiquement c'est déjà arrivé de voir simplement comment ça s'appelle des héros solo V4 plusieurs teams d'affilée en fait, alors que c'était des line-up E5 minimum complet. Là voilà, ça c'était une équipe pas folle. Héloïse double Sherlock, ça a pas fait grand chose contre quadruple transcendé. Voilà, c'était prévisible. Donc voilà, ça c'est la grosse différence avec l'Ace entre la Guild War, dans laquelle on peut s'amuser à répartir sa puissance, et l'Ace Championship, dans lequel on va vouloir maximiser les dégâts qu'on va faire. Hop là, maintenant on bascule sur le compte principal pour regarder un petit peu ce qui s'est passé sur la guerre de guilde. Donc voilà, j'ai déjà fait mes combats, j'ai pas réfléchi à ça avant. Voilà. Là par exemple, donc le, le line-up pouvait se discuter, mettre un cheese as modèle en première équipe, c'était pas peut-être pas judicieux, j'aurais dû le mettre en troisième je pense. Voilà. Ça va pas nous pénaliser tant que ça, mais sur la durée, il faudra le changer. Hop, et du coup, tout ça pour montrer au final que euh, malgré 35, des fois faire des paires, ça peut être compliqué. Euh, Surtout à un moment donné, dans l'évolution de mon pool de héros, j'avais à peu près 2 tiers de support. Donc plusieurs Ignis, plusieurs prêtres, plusieurs Amenra. Euh, Là, ça peut être très difficile en fait, quand on se retrouve avec vraiment trop de support, d'arriver à donner le meilleur. Donc, en fait, ça va aussi vous servir pour l'IDEA. L'objectif, c'est d'arriver à faire quelque chose d'assez équilibré. Par exemple, donc là, on a besoin, pour l'instant, je suis dans le tiers où il y a besoin que de 3 équipes. Euh, Là, si je veux par exemple remplacer mon Sherlock, je vais avoir du choix, je vais avoir du Russell en DPS, du Aida si je veux que l'équipe aille sur le long terme. Les délations ne vont pas compter, malheureusement sur ça, ça sert à rien. Mitaka pareil, c'est beaucoup trop fragile. Donc voilà. Là, j'ai encore un petit peu de choix, mais sinon sur la construction classique, au final ce que je vais vouloir me dire c'est que les délations, ça va pas trop m'intéresser pour la suite. Et ce qu'on pourrait regarder par exemple, hop, pour regarder hop, le setup de Franco. Voilà. Dans l'idée, il y a des teams qui vont servir de ce qu'on appelle de filler, hein. Typiquement, la dernière, la Del Army, si son adversaire arrive jusqu'à la Del Army, il y a de fortes chances qu'il gagne. Et si on regarde le top 8 de Franco par rapport au combat qu'il a dû faire, hop, on va s'apercevoir voilà, que ces 2 premières équipes ont perdu, mais après son adversaire n'est jamais arrivé jusqu'à son équipe la plus faible. Donc après, sur l'IDEA, c'est un peu comme ça va être un peu comme le Ace, c'est-à-dire que tant que votre équipe gagne, elle va rester. Après, il faut arriver à construire des équipes cohérentes. Donc typiquement, on va vouloir une équipe assassin, une équipe sustain et des DPS.
Après, on peut s'amuser à jouer plusieurs équipes, cheese par exemple. Ça aussi, c'était très en vogue au tout début des premières saisons. Alors, je pense que ce que j'avais montré la dernière fois, c'était plus de saison 3. Si on regarde ici, donc là, c'était le contre cheese. Là, lui, j'en voulais pas. Voilà. On avait du mime à l'époque qui, quand les héros étaient que E5 à niveau 330, faisait énormément de dégâts sur une mort. Là, par exemple, sur un tour 1, ils étaient capables d'infliger 1600% de l'attaque d'un mime. Donc c'est vraiment énorme. Ça permet vraiment d'handicaper l'équipe en fait. C'était surtout ça l'idée du cheese. En fait, quand on veut cheese, ça veut pas dire qu'on va gagner. Ça veut dire qu'on va faire énormément de dégâts et qu'on va laisser l'équipe juste au point mort en fait, hein, tout simplement. Voilà. Il y avait différentes configurations, donc ça, c'était assez challengeant. Maintenant, si on regarde la configuration des cheese avec l'évolution du jeu, on va généralement se retrouver avec quelque chose qui va ressembler à un Asmodel, un Andrea, un Dekari et un sixième héros qui va être soit une Kari, soit une SFX, soit une Vesa. Voilà. Donc il y a vraiment plusieurs possibilités et ça vous permet aussi de vous dire comment vous avez envie de projeter votre, votre pool de héros dans l'avenir, sachant que avec les nouvelles récompenses VIP qu'on va voir dans 5 minutes, enfin non, 2 minutes, même pas, euh, les ressources vont augmenter euh, drastiquement, donc on va pouvoir construire davantage de choses. Voilà, là on arrive avec peut-être la bonne nouvelle du jour. Alors la capture est en chinois, c'est dommage, mais on va avoir l'essentiel quand même. Euh, Ils refont ce qu'ils avaient fait précédemment, c'est-à-dire refondre les récompenses VIP. Donc dans l'idée, si vous êtes déjà VIP, il ne faut pas avoir peur. On ne va pas vous reprendre ce que vous avez, on va juste vous redonner tout ce que vous auriez débloqué si vous aviez démarré là maintenant et que vous n'avez rien eu avant. Par exemple, vous êtes VIP 10, vous aurez un Touga, des artefacts, un set 4 étoiles, un Garuda, une Magic Source, un set 6 étoiles, jusqu'au rang 10. Donc ça, c'est très bien. Dans l'idée, pour les icônes que vous ne connaissez pas, le 9, c'est un coffre de skins légendaires. Je crois que j'avais lu, qui inclut en fait tous les skins du jeu. Le 10, c'est un coffre de résonance qui, a priori, laissera le choix du set qu'on va pouvoir choisir. Donc ça, c'est très cool parce que ça représente 9000 gemmes, 300 millions de gold. Donc c'est énorme. La Demon Bell en 11 qui était avant en 13 et après en 12 et 13 deux artefacts au choix à venir récupérer. Et ce qui est important aussi, c'est que les gemmes journalières augmentent. Avant VIP 13 c'était seulement 400 gemmes, donc là on a 100 gemmes gratos par jour en plus. Et après les petits coffres de ressources, donc ce sont des coffres de sélection. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, donc on va pouvoir choisir ce qui va nous intéresser. Donc a priori pour toutes les whales ça sera la poussière de Starspawn, parce que c'est vraiment le truc qui manque, à moins d'acheter les 16 œufs par semaine, et encore, on n'est pas sûr de choper toute la poussière qu'il nous faut. C'est vraiment le goulot d'étranglement de toutes les whales à l'heure actuelle. Après, pour la plupart des gens, on va pouvoir récupérer soit des shards, soit des cristaux de transcendance. Après, il y aura toujours le débat sur la meilleure ressource. Mais dans l'idée, voilà, si vous avez un petit VIP, vous aurez davantage de ressources au choix, ce qui va vous permettre d'être un peu moins à l'affût de la moindre ressource qui vous manque et de limiter tout ce qui est goulot d'étranglement. L'autre aspect aussi, alors, c'est qu'ils ont tendance normalement à donner plus de shards 5 étoiles, donc ça fait un peu plus de food, ça c'est cool. Et globalement, pour avoir calculé, pour les VIP 13, enfin pour les VIP, à partir du VIP 11, pardon, euh, tous les 400 jours, c'est-à-dire 13 mois et quelques en gros, on va avoir 5 millions soit de cristaux de transcendance, soit de shards. Et donc ça, c'est vraiment énorme. Ça veut dire qu'en gros, juste en faisant tourner le VIP, là on va
pouvoir faire des V4 ou transcender des héros. Et ça, c'est vraiment super cool. Au passage, un petit code que vous avez ça, surtout, enfin que vous avez a priori vu passer. IH Seps 2021, ils ont augmenté, enfin ils ont limite doublé en fait ce qu'ils donnaient avant. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça fait toujours des gemmes gratos. Puis on va se quitter avec l'illustration de ce que peut faire la Dell Army dans le Vortex. Hop, donc on va juste remettre le setup, on va aussi inclure Vesa dedans. Voilà, juste pour faire des dégâts. Donc dans l'idée, Vesa attaquera en 5ème, Jara en 4ème, Asmo on joue pas, Queen attaque en premier ou en 2ème, ça n'a pas d'importance. SFX doit attaquer, hop, avant, enfin, va attaquer avant Jara, elle attaquera en 3ème, enfin dans les 3 premiers. Là l'idée en fait c'est de faire tourner, de garantir l'énergie feed de Jara. Donc on va jouer en 6ème slot un Délatium parce que ça reste assez solide. Donc là dans le setup on a 5 Splendid Demon Bell qui sont Vesa, Queen, SFX, Drake et le Délatium en 6ème. Tac. Et ça va aussi nous permettre de tester les dégâts de Vesa qui est hyper balèze quand il n'y a qu'une seule cible mais qui perd en efficacité dès qu'il y en a plusieurs. On va voir comment ça réagit. Là, hop, on va faire comme ça. Puis aussi parce que ce setup est un de mes préférés, donc j'avais envie de le partager avec vous. Donc après, c'est pas le setup le plus opti. Je vais vous mettre dans la description le guide de Jésus pour tout ce qui est Vanquisher. Là, l'objectif, c'est juste en fait de mettre Starwing Jara à 150 d'énergie pour que quand elle ulti, elle soit capable de contrôler les 6 persos. Voilà. Donc ça, c'était ce qu'on attendait. Les 6 persos sont contrôle. Ensuite, Délatium a la possibilité, lui, d'étendre les contrôles sur 4 persos avec 70%. Et voilà, avec les 5 Demon Bell, on se aperçoit que même si Amenra a pu se libérer de l'entrave, hop, elle se refait lock. Et donc là, l'objectif, bah, c'est de permalock tous les ennemis et de les tuer un par un. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que Jara n'a pas pu faire un ulti chargé suffisamment. Donc là, j'ai 3 persos qui vont attaquer en face. On va voir ce que ça donne après. Hop. Tac. Là, c'est fini. Là, c'est fini. Mon équipe a pris trop cher. Donc, c'est pas grave. Voilà. Donc, ça, c'était pour illustrer le principe. Et puis, on va refaire quelques tests et voir si on arrive à faire.
sur ce premier setup là, ça n'a pas marché. Je vais essayer de vous montrer autre chose. Alors, en possibilité, pour remplacer VESA dans ce line-up là, parce que là, ça n'a pas fait la différence. On a soit un deuxième Delacium, ça veut dire que ça se repose énormément sur VESA, soit on peut inclure un Tix qui du coup avec son vol d'attaque permet à Delacium de répliquer, mais si on inclut Tix, on va vouloir sortir SFX pour un deuxième Delacium cette fois-ci, l'idée étant de vraiment venir grinder toute l'attaque possible. Alors là, sur le speed order, du coup, on modifie un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec, hop, on va se retrouver avec quelque chose comme ça. Voilà. Ça veut dire que on aura Queen et Drake qui vont attaquer en premier, ça c'est sûr. Par contre, ça veut dire que Jara n'a plus que 25% de chance d'être feed à 150%, à 150 énergie. Et ça, c'est un petit peu plus problématique. Ça veut dire qu'il n'y aura que 2 fois, a priori, sur les 11 essais, où elle va pouvoir essayer de bloquer tous les ennemis. Et donc, sur cette planète, c'est Jésus qui avait calculé ça. Hop, si je retrouve le truc. Voilà. Il y a 11% de chance. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est même pas sûr d'arriver à bloquer tous les ennemis. Ça veut dire que là, on a une très très faible RNG sur cette planète. Mais c'est aussi ça qui fait le charme de ce setup, c'est que techniquement il est capable de tout défoncer. Faut juste un petit peu de RNG. Voilà. Là, a priori, ma team elle va se faire ouvrir. Hein. Quoique le premier ulti est passé, ça allait encore. Ça va dépendre de Garuda si tu queen ou pas. Non. Par contre, c'était pas Jojo. Voilà, non. La team s'est fait légèrement exploser. Donc, je vais faire les combats et on va voir ce qui se passe.
Et donc là, pour la petite blague, en fait, j'ai commencé ce vortex avec très très peu de signés. Donc du coup, ils sont juste là pour tester sur les premiers niveaux, pour voir que ça, comment on peut passer, et puis aussi essayer de s'amuser. Donc là, voilà, c'est pour ça que j'en dépense autant. Sinon, après, il aurait fallu les économiser pour la suite et essayer de les garder pour la fin du push afin de clearer un maximum de planètes. Voilà, là c'est plutôt pas mal. Comme on peut voir, il y a tout le monde qui est lock. Mes héros n'ont pas pris trop cher. Il faudrait juste que la Amenra se fasse hit pour perdre son énergie. Voilà, ça c'est bon. Donc là après elle va poser une curse. Ça c'est moins grave. Et on va voir si la Starwing elle arrive à clear son freeze pour essayer de relock un peu tout le monde. Tac. Et là, maintenant ça j'arrête de jouer. Ouais, ça c'est bien. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que la malédiction d'Amenra a eu raison de Jara et Rogan. Donc là, a priori, ça c'est une défaite. Ouais, la SFX fait pas assez. La SFX des Bell en fait, ça fait pas assez. Normalement, le setup là joue Punisher. Ce qui se passe, c'est qu'après, on perd plutôt pas mal de dégâts. Bon, on va la remettre Punisher pour tester, voir la différence. Mais du coup, ça veut dire que pour Fijara, hop, il faut qu'elle soit plus lente que Queen. Avec un Rogan, c'est pas gagné. Donc on va jouer plutôt une Amenra à la place. Tac. Donc, hop, 1971, 1913. Donc on va ajuster la vitesse en faisant moins 30 ici. Tac. En faisant plus 30 ici. Plus 10, 33, 41. Voilà. Hop. Donc là, normalement, ce qui va se passer, c'est qu'on a 50% de chance que SFX se fasse feed. A priori, avec les deux actifs ici, entre SQH et Drake, Jara gagne au moins 80. Donc ça veut dire que on a 75% de chance pour que SFX soit feed au tour 1. Et même si elle n'est pas feed, donc ça veut dire qu'elle va pas donner 20 en plus à Jara, il y a quand même 25% de chance que les deux premiers arrivent à alimenter Jara seul. Et donc là on a dit qu'on jouait une Amenra à la place d'Organ. Et on va voir comment ça se comporte. Tac, tac. Voilà, donc là ce qu'on avait vu, c'est que sur l'ulti de Queen, la Jara n'était pas à 100 d'énergie. Là il reste que 2. Hop, ça va faire mal. J'ai pas vu de marque. Ou alors il y en a une sur la Karim, on la voit pas. Faut voir ce que va donner le Crous. Et il y a Ruda aussi qui a pas été. Ouais. Ça pouvait pas marcher. J'ai pas vu Ruda. Hop. Allez, on va faire ça. Et on va faire les 9 derniers combats, voir ce qui se passe et si on arrive à clear la planète. Voilà, là l'idée c'était vous montrer un petit peu tout enfin, comment ça se passe à haut niveau. Après j'ai d'autres comptes, j'essaierai de faire des push vortex. Il y a plein de setups possibles, donc faut absolument pas s'inquiéter. Et avec la mise à jour de l'île céleste, il y a vraiment moyen que tous les coups des vortex ou tout ce qui est nécessaire euh, évolue dans le bon sens. C'est-à-dire coûte vachement moins cher parce que les héros seront peut-être 2, 3, 4 fois plus puissants.
Donc faut vraiment pas s'en faire pour la suite. Ouais, donc là, Jara elle a décidé de pas contrôle tout le monde, ça c'est dommage. En fait, ce qu'il faut se dire, enfin ce qu'il faut savoir, c'est que par ulti de Jara, j'ai 11% de chance, enfin 11,46% de chance de contrôler tout le monde. Donc c'est quand même assez faible. Après, dans l'idée, si je n'arrive à en contrôler que 5, la stat est pas dégueulasse non plus. C'est-à-dire que, en fait, là, j'ai 42% de chance d'en contrôler que 5. Donc en soi, c'est cool. Dire qu'il y a vraiment des grosses probas sur cette équipe. Après, ça, c'est dû parce que j'ai deux forêts en abyss. Donc c'est des persos qui ont très très peu de contrôle immune. Euh, Dans l'idée, voilà, c'est tout ce qui est Splendide Rui plus le Chérubin Mage qui vont permettre en fait d'avoir autant de stats. C'est-à-dire que si on n'a pas le Rui ou autre chose, euh, la stat elle va vraiment baisser drastiquement et ça va être injouable en fait. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'Akari, à cause de Drake, ne peut pas esquiver et va devenir la cible d'un peu tout le monde. Voilà, là par contre, je vais prendre cher, je pense. Il aurait fallu que Garuda se fasse toucher pour pas ulti. Là, a priori, c'est fini. C'est ça qui est un peu cruel avec ce mode de jeu-là, c'est que le moindre grain de sable dans la machine, ça fait que n'y a plus rien qui se passe comme il faut. Ah non, je suis pas mort. Avec le passif d'Aida, qu'est-ce qui va se passer? On a perdu Queen, on a Jara qui est chargée. Elle est morte sur l'actif à cause d'Aida. Là, en gros, ça, jamais je gagne ça en fait. Hop, je me suis fait grind beaucoup trop vite par l'équipe. Donc voilà, ça c'est un petit peu le dernier setup à haut niveau, savoir ce qu'il faut. Donc il y a toutes les infos pour l'instant en anglais dans le guide de Jésus. N'hésitez pas à venir en discuter sur les différents Discord, il n'y a pas de souci pour répondre à vos questions. Malheureusement, le premier guide qu'il avait fait avec Inochis n'est plus d'actualité, mais il y a énormément d'infos qui sortent pour clear Valiant, Defier, et, euh, et c'est pas si excessif que ça. Les setups sont vachement accessibles, c'est-à-dire qu'on va avoir du 15 millions de shards, c'est pas monstrueux à avoir. Alors, je sais pas combien sont les free-to-play, mais il y a beaucoup de joueurs qui peuvent maintenant se le permettre. Là, on est hyper content. On avait les 6 qui étaient lock. La Jara, elle sera à 120 d'énergie. C'est pas ouf, mais ça peut suffire. Ah, ça, c'est dommage. Ça suffira pas, je pense. Tac. Non, c'est fixe là. Elle fait pas de dégâts. En tout cas, pas assez, parce qu'elle met quand même des gros brins. Mais là, la suite va mal se passer, je pense. En fait, à partir du moment où on perd le moteur de contrôle, SFX est forte. On peut pas dire le contraire. SFX Drake, c'est vraiment redoutable. Après, le truc, c'est que bon, bah, si elle se retrouve toute seule, elle va pouvoir esquiver quelques attaques, mais elle pourra pas faire la diff. Et on voit que Ra fait énormément de dégâts aussi. Ra Rogan, c'est vraiment le combo qui permet de plier la plupart des trucs à bas niveau. On va adapter, on va faire pour le dernier level. Et il faut faire ça.
faut rebouger sa speed. Parce que du coup, elle va avoir plus 80. C'est bon. Évidemment, si je mets par organe, ça peut pas marcher. Pas mal. Après, le problème, c'est que Kari va tuer Jara. Donc, est-ce que ça suffira? J'ai pas vu de malédiction de la part d'Amenra. On a SFX qui est maudite. Bon, là, c'est fini. Hop. Ça, c'est plutôt pas mal, hein. On a bloqué 5. On a 42% de chance que ça arrive. Alors, est-ce que la chance va nous sourire encore? Dommage. Après, ce qui est hyper incroyable, c'est le debuff d'attaque de, de Jara, qui est de 35%, c'est-à-dire que quand on joue Jara avec 3 Délatium et qu'elle a fait une basique, parce que voilà, la boucle s'est cassée, le debuff d'attaque est impressionnant. Il va hyper vite, c'est-à-dire qu'en l'espace de 3-4 tours, ils feront plus de dégâts en fait, en face. Ce qui est très très appréciable, mine de rien. Tac, on va perdre Jara prochain tour. Ouais, dommage. Allez, il en reste un pour la gloire.